Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les large caps allemandes? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec ce top 10 allemand. Donc, je suis allé sur Companies Market Cap, j'ai choisi Allemagne et voici les 10 premières. Donc, on a SAP, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz, Rheinmetall, Siemens Energy, Munich Re, Siemens Healthineers, Deutsche Börse et BMW. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, multiple de valorisation en VE sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût-free cash flow, multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles, le rendement des capitaux investis qui a une rentabilité plutôt opérationnelle, le rendement des fonds propres, rentabilité plutôt financière, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire ici, pour voir s'il y a rachat d'actions et ou dilution, free cash flow, bénéfice net, payout ratio, qui est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Il faut se rappeler que les dividendes sont payés via les free cash flow, donc il faut comparer les deux. On commence tout de suite avec SAP, le leader mondial de l'ERP, donc Enterprise Resources Planning, ou logiciel de gestion intégré en français, 350 milliards de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annuel sur 5 ans, donc il n'y a plus beaucoup de croissance sur ce dossier, et en plus c'est la croissance externe. Les multiples sont très chers, 32 en VE sur EBITDA, 57 en ratio coût-bénéfice, 61 en ratio coût-free cash flow. Donc c'est très très cher, pourtant il n'y a pas beaucoup de croissance. La rentabilité est correcte sans être extraordinaire, hein. On est à 12% normalement des capitaux investis. C'est un business qui n'est pas intensif en capital, donc on devrait être beaucoup plus rentable que ça, mais ce n'est pas le cas. Cash net sur le dossier, donc ça c'est bien. En revanche, 0,9% de rendement du dividende, rien de flambant. Et il y en a 1,4 en rendement d'actionnaire. Il y a des actions qui sont rachetées, à mon avis, c'est pour les donner aux salariés, c'est pas pour les annuler, donc il faut vérifier. Payout ratio à 50% par rapport au free cash flow. SAP, j'ai du mal à trouver de l'intérêt à ce titre, hein. C'est pas extraordinairement qualitatif, il n'y a pas beaucoup de croissance et pourtant ça se paye hyper cher. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux en être à l'écart. Ensuite, on est sur Siemens, donc conglomérat industriel, 198 milliards de dollars de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 18 en dollars entreprises sur EBITDA, 24 en ratio coût-bénéfice, 19 en ratio coût-free cash flow. Bon, ça se paye cher quand même, hein. La croissance n'est pas énorme et la rentabilité n'est pas extraordinaire non plus, hein. 7,4 en rendement des capitaux investis. Bon, après, c'est intensif en capital, d'accord, mais c'est pas extraordinaire, hein. 3,6 en termes de dette nette sur EBITDA, ça, c'est trop élevé. Donc attention, dangereux ce dossier. 2,4% de rendement du dividende, 2,4 en rendement d'actionnaire. Donc il n'y a pas vraiment il y a un petit peu de dilution potentielle, il faut regarder, mais rien d'extraordinaire. Payout ratio à 42% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc le dividende est soutenable à ce niveau. Pas très intéressant, hein, Siemens, c'est trop cher pour la qualité que c'est. Donc il vaut mieux attendre et mettre ce dossier de côté. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue tout de suite avec Deutsche Telekom. Donc on est sur l'opérateur télécom numéro 1 en Allemagne, 177 milliards de dollars de market cap, 7,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça c'est élevé, hein, pour un opérateur télécom. Il faut aller voir ce qui se cache derrière. Je pense qu'il y a de la croissance externe quand même. Si je dis pas de bêtises, ils ont aussi la filiale T-Mobile aux US, hein, donc je crois que c'est eux qui la détiennent. Peut-être qu'il y a de la croissance à ce niveau-là, donc faut regarder d'où ça vient. On est à 7 en VO sur EBITDA, ça c'est value, 14 en PE et 5,4 en price to free cash flow. C'est pas cher du tout. Il faut regarder plutôt les free cash flow plutôt que les bénéfices nets parce que c'est une société qui dégage du cash vu qu'elle n'a plus beaucoup de croissance organique. Donc elle n'a pas besoin de réinjecter massivement du cash. Et donc, ça fait du free cash flow qu'elle peut rendre aux actionnaires. Donc, c'est pas très cher payé, hein, de chez Telecom, c'est intéressant. 7,6 en rendement des capitaux investis, correct en termes de rentabilité pour un business intensif en capital. On est à 2,6 en termes de dette nette sur EBITDA. Donc, attention, il y a un peu de dette, mais les télécoms peuvent s'endetter jusqu'à 5, hein, puisqu'elles ont beaucoup de visibilité sur les cash flows. Elles ont des taux d'intérêt préférentiels parce que c'est un business qui est très stable, il y a peu de volatilité. Donc, on va dire que c'est raisonnable cet endettement. 2,9% en rendement du dividende, on a 4,6 en rendement d'actionnaire. Il y a des actions qui sont rachetées, je pense qu'elles sont annulées derrière, il faut vérifier, mais donc du coup c'est intéressant quand même comme rémunération d'actionnaire. Un peu de ratio à 46%, avec un free cash flow plus élevé, beaucoup plus élevé que le bénéfice net, donc on a largement les moyens de monter même le dividende, hein. Je pense que là ils sont un peu pingres, ils pourraient payer un peu plus, hein. Le Telecom, ça se regarde, hein. D'un point de vue value, c'est intéressant je trouve. Allianz, on est sur le leader européen de l'assurance, hein. Je pense qu'ils sont numéro 1 devant avec ça, il faut regarder, mais je crois que c'est ça, hein. Donc 154 milliards de dollars de market cap, pas de croissance, en rythme annualisé sous 5 ans. Le multiple de PE, qui est le multiple intéressant pour les financières, il est à 15.
c'est trop cher payé pour une financière. On veut avoir un PE à 10 pour avoir de la marge de sécurité, ce qui n'est pas le cas ici. On est à 16 en rendement des fonds propres, hein, la rentabilité propre enfin, intéressante pour les financières. C'est bon, hein, c'est plutôt bon. Il faut être au-dessus de 10 pour une financière, vu qu'il y a du levier qui est engagé. Alors, il ne figure pas ici, hein, mais les financières ont beaucoup de levier, évidemment. 4,5 en rendement du dividende, ça nous fait un dividende qui est à hauteur de 6 milliards. Donc, on a un peu plus de 50% de payout ratio, mais ça reste raisonnable. Donc, Allianz, après, il n'y a pas de décote sur actifs tangibles, et c'est ça qu'on veut. Et il n'y a pas de décote sur ratio coût-bénéfice. Donc, voilà, ça peut être intéressant uniquement pour le dividende, hein. Il est sans marge de sécurité, malheureusement. Donc, moi, je suis plutôt à l'écart des assurances, hein, structurellement, et en particulier d'Allianz. Rheinmetall, donc là, ça, c'est le carton de William Higgins dans son fonds France d'indépendance AM. On est sur la défense allemande, 94 milliards de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, et ça accélère sur les dernières années, et ça va encore accélérer sur les prochaines années avec les dépenses d'armement en Europe. Les multiples sont dans l'espace et ils reflètent évidemment, hein, ces fortes anticipations de croissance. 48 en VE sur EBITDA, 54 en PE, 60 en ratio coût free cash flow, c'est beaucoup trop cher. On est à 17 en rendement des capitaux investis, ça c'est pas mal, hein, une bonne qualité quand même, alors que c'est un business qui est intensif en capital. 0,5 fois le bilan net, pas beaucoup de dettes, 0,5% en rendement du dividende, c'est pas très intéressant. Ouais, c'est soutenable, d'accord, mais c'est pas très intéressant de toute façon. Donc, Rheinmetall, plutôt, enfin, plus que jamais à l'écart, hein, c'est beaucoup trop cher. Il faut attendre de voir ce qu'ils arrivent à délivrer avant de commencer peut-être à s'y intéresser. Pour l'instant, le marché spécule sur la croissance. Pour l'instant, ce qui rentre, c'est du carnet de commandes, mais il faut qu'ils arrivent à délivrer de la croissance, hein. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup trop risqué. Siemens Energy, donc ça, c'est un spin-off de Siemens. On est sur 86 milliards de dollars de market cap, donc il n'y a pas la croissance en rythme annualisé sur 5 ans, parce que c'est un spin-off qui est assez récent. Il n'y a pas 5 ans d'historique, donc il faut regarder sur les quelques dernières années ce qui se passe. Les multiples sont très élevés. On a 30 en VE sur EBITDA, 450 en PE, donc il n'y a pas de bénéfice sur les 12 derniers mois. On a 19 en price to free cash flow. La boîte dégage des free cash flow, mais c'est cher payé, je trouve, hein. Rentabilité négative, ça c'est un truc blanc. Cash net sur le dossier, pas de dividende de versé. Bon, c'est pas, à mon avis, c'est pas intéressant à ce niveau. Attendons d'avoir quelques années de publication pour voir ce qui se passe vraiment sur ce dossier. Plutôt à l'écart. Ensuite, on est sur Munich Re. Donc là, on est sur le réassureur allemand, 85 milliards de dollars de market cap. 1,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, il n'y a pas de croissance. On est à 17 en PE. Donc, pas de marge de sécurité. On veut être en dessous de 10 et on n'a pas de décote sur actifs tangibles. On veut être en dessous de 1. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, pas de marge de sécurité. 14,4 en rendement des fonds propres. On va dire que c'est convenable pour une financière vu le levier qui est engagé. Rien d'exceptionnel non plus. 3,6 en rendement du dividende. Ça, c'est intéressant. C'est sur la trait du dossier d'ailleurs. Ça nous donne un payout ratio qui est à peu près à 3 milliards. Donc, on a un peu plus de 50% de payout ratio, mais c'est soutenable à ce niveau. Bon, à l'écart, hein, c'est pas très intéressant à mon avis, Munich Re. On est ensuite sur Siemens Healthineers, qui est spécialisé dans les équipements médicaux, 61 milliards de dollars de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc quand même une bonne croissance. 17 en VE sur EBITDA, c'est un peu cher. On a 20 en price to free cash flow. Je pense que c'est une boîte qui arrive à maturité, donc elle dégage les free cash flow. On va vérifier ça quand même. Bon, c'est quand même cher un peu, hein, sur ce dossier. La rentabilité n'est pas exceptionnelle. On a 6,7 en rendement des capitaux investis, ce qui n'est pas exceptionnel non plus. 3 en dette, 3 fois les bidas en dette nette. C'est trop endetté. Trop endetté ce dossier, malheureusement. 2% en rendement du dividende et 3,8 en rendement de l'actionnaire. Donc ça, c'est payé malheureusement en partie à crédit à mon avis, hein, puisque même si les cash flows dépassent les bénéfices nets, il est largement plus élevé que 100% en bénéfices nets. Bon. Plutôt à l'écart, ce petit dossier, je le trouve pas très intéressant. Ensuite, on est sur Deutsche Börse. Donc là, on est sur l'opérateur boursier allemand, un marché en pleine consolidation en Europe, hein. Ça se concentre de plus en plus. Dernière grosse acquisition, c'est Rolex qui a fait l'acquisition de Borsa Italiana. Ça va continuer. On est sur 59 milliards de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 19,5 en VE sur EBITDA, 27 en PE. Il n'y a pas les free cash flow d'afficher, malheureusement. Il faudra regarder à côté. Je pense que ce sont quand même des boîtes qui commencent à dégager des free cash flow. Maintenant, ça ralentit un petit peu la croissance. Maintenant, c'est plutôt un mix organique externe, hein. Donc, elle dégage un peu de free cash flow, mais c'est pas non plus la maturité complète, hein. Et c'est un peu cher quand même, hein. C'est un petit peu cher, je trouve. On est à 11 en rendement des capitaux investis. Bonne rentabilité. On est à 2,2 en termes de dette nette sur EBITDA. Donc ça monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions. Donc là, c'est un niveau relativement élevé quand même, je trouve. Mais ça, il faudra que ça descende un petit peu. 1,5% de rendement du dividende. Donc il n'y a pas grand-chose à se mettre tout là-dedans si on est un entier. Ça fait à peu près 800 millions de dividendes, pardon. Donc largement en dessous de 50% de payout ratio. On va regarder par rapport au free cash flow.
Bon, Deutsche Börse, à mon avis, c'est un peu trop cher aussi à ce niveau. Enfin, on a BMW dans l'automobile, donc secteur en difficulté en Europe à cause de la transition vers le moteur électrique et la concurrence chinoise et les problèmes d'énergie en Allemagne. Enfin bref, compliqué, 55 milliards de dollars de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a quand même un petit peu de croissance toujours, hein. 9%, 9 fois la VE sur EBITDA, pardon, donc on est un peu cher. Quand on regarde, si vous regardez du Stellantis, ça se paye beaucoup moins cher que ça, hein. Même du Mercedes, ça se paye moins cher que ça. Le PE, il est à 14, donc c'est un peu cher payé quand même, hein, pour un secteur qui est vraiment, vraiment dans la nasse. Je trouve ça trop cher payé. 5 en rendement des capitaux investis. Bon, c'est pas terrible comme rentabilité. Là, la dette, il faut la prendre avec des pincettes parce que tous les constructeurs automobiles ont un bras financier. Ils ont une banque. Et donc, là-dedans, on l'a vu, ça consolide la dette bancaire. Et donc, je ne pense pas qu'elle soit à ce niveau-là, hein. Il faut la retraiter, hein, cette dette. On a 5,5 en rendement du dividende. Donc, ça, c'est intéressant. Mais c'est versé à crédit, hein, il n'y a pas de free cash flow. Et pareil pour les rachats d'actions. Ça, c'est fait à crédit. Pas de free cash flow. Secteur compliqué. Et en plus, on n'a pas de décote énorme, hein, sur du BMW. Après, c'est censé être qualitatif. Mais bon, tout le secteur automobile est en difficulté. Donc, plutôt à l'écart. Qu'est-ce qu'on regarde dans cette sélection? Eh bien, il n'y a qu'un seul dossier qui trouve grâce à mes yeux en Allemagne en ce moment, c'est Deutsche Telekom, hein. Ça, c'est mon côté value, évidemment. On a moins de 17 en DE sur EBITDA, c'est quand même pas très cher payé, 5 en price cash flow. Donc ça, je trouve ça intéressant quand même. Je trouve ça assez intéressant comme petit dossier, c'est pas très volatile, c'est value. Bon, il faudrait que le dividende monte un petit peu, mais bon, il y a quand même le mérite d'être à un niveau relativement élevé déjà, donc c'est pas mal. Un petit dossier peut-être à creuser plus en détail. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.